Je vous remercie, l'École navale, de m'avoir invité. Et je suis vraiment désolé parce qu'on m'a mis un microphone, mais j'écris comme un fou. Donc, dans quelques instants, ça va être absolument insouffrable. Donc, je vais vous parler de l'intelligence artificielle et les données, mais d'un point de vue de l'ingénierie. Donc, je vais me différencier par rapport à ce que nous avons écouté ce matin, simplement par le fait que nous partons déjà, on va dire, d'un état où les modèles ne sont pas si mauvais. On était parti à la Lune, on a fabriqué des avions, on a fait plein de choses dans la technologie, dans l'ingénierie. Et finalement, à l'époque, il n'y avait pas tellement de données. Donc maintenant, on peut se poser des questions. Est-ce que les données massives qui arrivent vont nous faire oublier tout ce qu'on connaissait et on repart à nouveau? Ou est-ce que finalement on va prendre ce qui nous arrive, qui peut-être c'est très intéressant, simplement pour enrichir et faire mieux ce qu'on faisait déjà très bien? Donc je vais vous prouver que oui, données et modèles, on va dire les modèles c'est un peu la physique, l'ingénierie que vous étudiez ou qu'on a étudié dans le passé, n'est pas opposé aux données. Et j'espère à la fin, si j'arrive à la fin, que je n'arriverai jamais, essayer de vous prouver que tous les deux vont former une toute nouvelle alliance. J'ai beaucoup réfléchi avant de mettre un titre à ma présentation. Ce que vous savez dans vos textes était très sérieuse. Celle-ci, c'est un peu moins sérieuse. Mais celle que j'aurais mis, celle que j'aurais aimé mettre, c'est plutôt ça. Où se posaient les hirondelles avant l'invention du téléphone. Parce que je pense que souvent, dans l'histoire, on vient, on visite et on revisite plusieurs fois la même chose. Donc les données, ce n'est pas nouveau. Les données, c'est la première chose qu'on a fait et qui ont fait les scientifiques qui se posaient des questions. Ici, on peut avoir l'astronomie babylonienne, où on va dire que jour après jour, nuit après nuit, on allait mettre et inscrire la position de tous les objets célestes. Pas mal. À l'époque, il n'y avait pas de tablettes, donc on les faisait sur la pierre. Ça prenait du temps. L'avantage, c'est que ça dure beaucoup aussi. Et on peut se poser plein de questions quand on travaille avec les données. Ce matin, on l'a écouté, et la qualité. On sait que oui, les données, on a parlé si elles sont biaisées, mais même quand elles ne sont pas biaisées, ce que vous allez mesurer, il y a un certain bruit. Et avec un certain bruit, il y a certains risques, et je vais en parler. La quantité, ah oui, si on veut prédire, parce que finalement, un ingénieur, c'est quoi? C'est un prédicteur. Nous ne sommes pas ici, je dirais à la limite, pour comprendre les pourquoi, mais plutôt les comment. Et donc, effectivement, pour comprendre ça, pour pouvoir concevoir, il faut effectivement être capable de prédire. Et quand vous avez des données, ou comme vous voulez faire à partir des données, il faut beaucoup de données. Et bien entendu, les données telles qu'elles sont là, comme ça, ils ne feront rien. Il faut donner un certain modèle aux données, même quand c'est caché à travers d'un deep learning. Finalement, on est en train de créer un lien entre une entrée et une sortie. Et ce lien entre une entrée et une sortie s'appelle modèle. Vous pouvez le faire avec des équations différentielles, mais comme vous l'avez fait déjà en prépa, vous en avez un peu marre. Ils m'ont dit hier soir pendant le dîner. Et donc, on pourrait imaginer de faire autrement, mais ça sera un modèle. Ça sera découvrir la relation entre une entrée et une sortie. Bon, on arrive à un moment spectaculaire de l'histoire des sciences. Galilée. Il avait à l'époque, les calculs différentiels n'étaient pas encore apparus. Il n'y avait pas de dérivés ni d'intégrales. Et donc, ce monsieur dit la tradition qui montait dans la tour de Pisa et il laissait tomber des petites pierres. Il voulait comprendre, parce que jusqu'à là, vous savez bien qu'Aristote avait dit que les choses les plus lourdes tombaient plus vite. Là, il y a une révolution qui s'avance parce qu'on regarde déjà un peu mieux les données. Et deux, il commence à noter, une seconde plus tard, quel est le parcours qu'on a fait, 5 mètres, je vous le laisse comme exercice, ça fonctionne. 2 secondes plus tard, on a parcouru 15 mètres, 3 secondes plus tard, 25, et 4 secondes plus tard, 35. Je ne sais pas si la tour de Pisa donnait de plus, mais finalement, on a fini un peu là. Et Galilée disait, je vais comprendre, parce que sinon, je ne pourrais pas aller au-delà. Les données ne nous permettent pas d'extrapoler.
Les données nous permettent de savoir ce qui se passe entre eux, si on fait des interpolations. Mais pour découvrir, pour prédire, pour innover, il faut aller un peu plus loin. Et donc, ils ne savaient pas quoi faire. Ils mettaient 5 sur 15, 15 sur 25, 25 sur 35. Ils simplifiaient parce que là, on était fort. Et là, on avait 1 tiers, 3, 5, 5, 7. Et ils regardaient 1, 3, 5, 7. Ils disent, waouh, je comprends. Je comprends tout. Pendant la chute d'un objet, le parcours suit la suite des nombres premiers consécutifs. Pour moi, c'est la première équation de l'histoire. Il nous permettait, on ne sait pas d'où il vient, quelqu'un l'a voulu. Mais maintenant, j'ai dit, il y a une base quantitative pour aller au-delà. Bon, si maintenant, un peu plus tard, il est arrivé Leibniz et Newton, ils ont inventé les calculs différentiels, et maintenant, si vous me dites, Paco, qu'est-ce que tu préfères, ça ou ça? Je dirais, à la limite, ce qui m'intéresse, moi, c'est prédire. Si on m'assure qu'avec ça, j'ai prédit, ça ou ça, c'est équivalent. C'est des façons différentes de comprendre la même essence. Et donc, pour moi, sont des modèles. Un modèle qu'on a extrait à partir des données avec une certaine abstraction, et un modèle qu'on a encapsulé avec des outils, on va dire, algébriques différentiels plus puissants. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais, finalement, c'est plutôt les mondes des dérivés qui ont gagné. Et ça, vous les jeunes, vous savez bien, parce que vous savez ce que vous avez subi il y a quelques années. Aujourd'hui, n'importe quel modèle s'écrit en forme d'équation différentielle. Et ces équations différentielles, on cherche une inconnue qui s'appelle U, qu'on la cherche dans tout point, à tout instant, et que la physique dépend d'une série de paramètres. Des paramètres qui dépendent de la physique, la thermique, l'électromagnétisme, les modules de Young, les coefficients de Poisson, tout ce que vous voulez. Et les systèmes, on les sollicite, parce que s'il n'y a pas d'action, qu'est-ce qu'on fait? Et cette sollicitation aussi dépend des paramètres. Et finalement, ce système est appuyé sur quelque chose. Et ça s'appelle les conditions limites, boundary conditions, qui dépend aussi des paramètres, conditions de contact, de friction, de flottement, ce que vous voulez. Et on avait un petit souci parce que les problèmes, on l'a bien formulé. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les résoudre. Et pour les résoudre, la première chose, c'est calibrer les comportements. On a inventé les tests. Pour obtenir des données, on a besoin de données. Mais ces données, on l'utilisait simplement pour essayer d'avoir accès à ces paramètres qui contrôlaient la physique qu'il y avait donné déjà une forme. Ah, ça c'est un petit souci, parce qu'on lui avait donné déjà une forme. Et sur ça, on n'est pas sûr. Bien. Les sollicitations, les conditions limites, ça veut dire ça devient ou ça vient de la physique. Et donc le problème était très difficile parce qu'il fallait résoudre dans beaucoup de points, une infinité. Et beaucoup de temps, une infinité. Donc on avait des infinités. Et des infinités, ni l'ordinateur quantique. Donc il a fallu réduire, grossir, qu'on appelle aujourd'hui de façon plus noble, discrétiser. Et à la place de chercher la solution partout, on va la chercher dans certains points, à certains instants. Et dans les temps intermédiaires et dans les points intermédiaires, on fera des interpolations et on va prier pour que tout se passe bien. Bien, ça nous donne un système très rond, on pousse les boutons, les ordinateurs vont très vite, et quelques secondes, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, en biologie, quelques années plus tard, vous savez les résultats. Pas mal. Et ça nous donne l'ingénierie que vous connaissez aujourd'hui. Désolé, mais ça c'est l'ingénierie d'aujourd'hui. On travaille avec des modèles qu'on croit représentent la réalité, à une prière près. On a des chargements nominaux à une autre prière près. On demande à l'ordinateur de donner la solution vite. S'il nous la donne déjà, c'est pas mal. Et avec ça, on va faire une conception nominale dans les meilleurs du monde. Et tout ça prend un temps fou. Et aujourd'hui, les gens nous parlent, les jumeaux. Ah oui, les jumeaux, j'adore.
Mais le jumeau devrait nous donner la solution très vite. Je ne peux pas imaginer un jumeau que je pousse le bouton, il me dit, viens demain, je te donne la solution. Écoute, je l'avais besoin pour maintenant. Donc ça ne marcherait pas. Donc il a fallu faire quelque chose, donc oui, on en a déjà beaucoup parlé, hein. Il a fallu voir si on pouvait accélérer cette modélisation. Et là, c'est ce que j'appelle les model learners. C'est quoi ça? Vous savez que finalement, un système physique, qu'on écrit en forme d'équation, si on croit, une fois discrétisé, c'est une matrice qui s'applique à U pour nous donner les F. En mécanique, ça c'est l'effort que j'applique, et ça c'est le déplacement ou déformation que j'obtiens. Et ça s'appelle modèle. Ça c'est rigolo, c'est surprenant. Les modèles sont toujours connus. Les gens nous disent les modèles de l'élasticité, plasticité thermique. C'est incroyable. Et finalement, ce qu'on fait, c'est si on connaît les modèles, vous êtes d'accord avec moi, si K est connu, donnez-moi une force, je vous donne le déplacement, donnez-moi un déplacement, je fais le produit, je vous donne la force. Donc finalement, dans l'histoire classique, les modèles étaient connus ou assimilés ou supposés avant, et on l'utilisait pour nous donner une information, un donné qu'il n'y en avait pas. S'il y a les forces, il me donne les déplacements, s'il y a les déplacements, il me donne les forces. Et moi, je suis sidéré. Parce que dans la vie, les déplacements, j'en vois. Je les vois. Les déformations, je les vois. Les forces, je les imagine. Les contraintes, c'est contraintes de Cauchy, comme vous avez raconté à l'école. C'est un état d'esprit, c'est une construction de l'esprit. Mais quand même, j'arrive à les comprendre. Mais je ne sais pas vous. Moi, quand je me promène à Paris, je n'ai jamais rencontré dans les métros l'élasticité. Jamais de ma vie. Je cherche encore, est-ce qu'un jour je vais rencontrer la plasticité? Non. Ça, je n'ai jamais rencontré, jamais de ma vie. La seule chose que j'imagine, c'est les forces. La seule chose que j'observe, que je mesure, c'est les déplacements. Et la seule chose que je n'avais dans ma vie, c'était la K. Jamais de ma vie. Et c'est la première chose qu'on commence toujours dans tous les cours à l'université. On est mal parti. Bon, écoutez, et si maintenant on se dit qu'on a beaucoup de U, beaucoup de F, on nous a parlé ce matin, est-ce que je pourrais calculer la K? Waouh, ça c'est génial. Il faut faire ça. Et donc, pour faire ça, on nous a parlé ce matin, on met des petites couches pleines de neurones. Une neurone, il est très bête. Il voit ce qui lui arrive, il fait le produit par un poids, que c'est un peu à nous de déterminer, et il nous donne une sortie. Et donc la seule chose qu'il faut faire, c'est effectivement être capable de calculer ces poids-là. Et ça, comme on nous a dit ce matin, finalement les algorithmes, c'est encore des algorithmes d'il y a 40-50 ans, on arrive à prendre. Bon, on s'est rendu compte quand même qu'une matrice, que c'est toujours la même, ça ne marche pas bien quand c'est non linéaire, et on a dit quand même on va essayer que ce que j'observe et l'application à ce que je lui rentre soit quand même minimal, un problème d'optimisation, comme on a vu ce matin, et de là, il va sortir les W c'est les modèles, parce que si je lui donne une entrée, il me donne une sortie. Donc il faut apprendre au début, et après, il faut l'appliquer. Donc pas trop difficile, et surtout je suis rassuré, parce qu'on nous a dit que ça continue à être plus ou moins la même chose. Bon, si ça c'est vrai, je dirais que l'idée c'est maintenant, si on me donne beaucoup de vecteurs d'entrée, vecteurs de sortie, je pourrais imaginer de calculer la K, les modèles. Et ça, oui, il y a une artillerie de techniques pour le faire, dites d'intelligence artificielle. Pas seulement le deep learning, qui est merveilleux, mais pas seulement lui, avec plein de techniques qui sont capables de construire des modèles. Parce que ce matin, on a écouté, et moi je l'ai vécu, une deep learning, c'est merveilleux, mais il faut l'entraîner beaucoup. Et nous, en ingénierie, parfois, on a un gros souci. C'est que des données, on n'a pas tellement. Une fois, je suis allé chez Ford qui voulait une application, et il a dit, monsieur, pour cette application, vous allez me donner des données? Il m'a dit, ouais. Et il a dit, quelles données vous allez me donner? Il m'a dit, on peut vous donner la courant qui arrive à la machine. Bon, avec la courant électrique qui arrive à la machine, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc, effectivement, nous, dans l'ingénierie, parfois, on est dans le domaine de très peu de données. Et quand on a très peu de données, je n'arrive pas à réussir à construire un deep learning, un réseau de neurones profondes, pour être capable de trouver la solution. Certainement, ça va évoluer, ça sera phénoménal. Mais aujourd'hui, il y a d'autres techniques qui vont très très bien, et qui sont des techniques dans la famille de l'intelligence artificielle, que j'arrive à maîtriser.
Donc tout ça nous a donné les digital twins dont tout le monde en parle en ingénierie. C'est quoi ça? C'est on va prendre un modèle nominal. Bon, pas mal. Avec des conditions nominales. On va faire un modèle qu'on va résoudre avec un gros ordinateur. Et ça va me donner un modèle, une conception nominale. Bon, ça c'est dans le monde parfait. Mais Paco, la vie n'est pas parfaite. Et il dit oui. Dans ce cas-là, comme ça, je ne pourrais pas les faire travailler online, parce que dès que je pousse le bouton, il faut attendre. Ce que je vais faire, c'est, même je pourrais utiliser les modèles pour générer des défauts et voir les résultats des défauts. Et je commence à donner des inputs à obtenir des outputs, et avec une technique d'intelligence artificielle, je vais créer un modèle qui relie l'output avec l'input. Et ça, par contre, ça va à toute vitesse, parce qu'une fois appris, je lui envoie et il me donne. Et donc, le digital twin, c'est une conception faite offline, dans des conditions nominales, et quand il faut prendre des décisions online, là, on va plutôt le faire avec des techniques qui sont un peu plus rapides que la simulation numérique, que c'est les techniques d'intelligence artificielle. Bon, génial. Je suis vraiment fatigué déjà. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense que oui, on peut faire mieux. Vous me direz quand il me reste 10 minutes, 5 minutes, et quand vous me dites que je descends, je descends. Il me reste combien? 8 minutes. J'accélère. Donc, imaginez la réalité. La réalité, c'est les points rouges. Et regardez mon modèle pour chaque paramètre. Pour chaque paramètre, j'obtiens un point sur la ligne bleue. Vous pouvez changer ce que vous voulez, mais vous ne passerez jamais par les points rouges. Ah oui, ça c'est vrai. Paco, et ça s'appelle comment? Paco appelle ça l'ignorance. Tout ce qu'il y a dans la réalité que votre modèle ne représente pas. Et si quelqu'un ici a la prétention qu'un modèle est exact à la réalité, je pense que dans quelques années, il se rendrait compte que ce n'est pas le cas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va devoir charger toujours avec cette erreur épistémique parfois, simplement parce que mon modèle n'arrive pas à bien saisir la réalité? J'ai dit oui, mais peut-être non. Qu'est-ce qui se passe si je vous présente quelque chose de perfectionné qui s'appelle l'hybrid twin? Ça, c'est comme les moteurs hybrides. Un peu de fil, un peu d'électrique. Ça aussi. J'ai dit, la réalité change. C'est pour ça que j'ai mis un petit point. Le petit point, c'est la dérivée dans le temps. Évolue. La réalité évolue parce qu'il y a une physique. Ouais, c'est normal. Et parce qu'il y a une ignorance. Ah, ça, je ne la voulais pas, mais quand même, il va falloir faire avec. Et si l'ignorance plie la physique, mais dans la réalité, maintenant, je pourrais contrôler, et il restera toujours un petit bruit, que j'appelle air, parce qu'en espagnol, le bruit s'appelle ruido. Bien. Et donc, ça s'appelle hybrid twin. Ça, c'est un twin hybride. Il y a la physique, il ne faut pas renoncer, elle est géniale. Et en plus, il y a une modélisation de l'ignorance. Vous allez me dire, mais Paco, tu ne vas pas modéliser l'ignorance. Et j'ai dit oui. Imaginez qu'au temps 1, il y a une ignorance, un écart entre la prédiction et la physique de 1. Au temps 2, 2. Au temps 3, 3. Qu'est-ce que vous attendez au temps 4? Vous venez de faire un modèle de l'ignorance. Vous l'avez fait tout de suite, parce que je vous l'ai laissé pour faire une régression linéaire. Quand ça ne sera pas le cas, vous ne le ferez pas parce que vous êtes lente. L'ordinateur, il va vite. Et donc, il va le faire. Deuxième message, et après, je vais finir très vite, je te promets. Deuxième message que je voudrais dire. Paco dit que les données viennent enrichir le modèle dans l'ingénierie et qu'on on connaît le modèle, bien entendu, hein? Seulement dans ces cas-là. Pourquoi il y avait un modèle qui est très très bon? Parce que si le modèle est très très bon, l'ignorance est très petite.
Ah ouais? Et à l'école, on m'a dit que quand les choses sont petites, sont pratiquement linéaires. Et oui. Et quand quelque chose est pratiquement linéaire, avec peu de points, je vais l'avoir. Ah ouais? Un hybrid twin, c'est une physique assez précise qu'on peut, et le reste qui s'appelle ignorance, avec très peu de données, je vais l'avoir. Waouh! On a fini. Je peux vous montrer, non, n'applaudissez pas, il faut que je vous montre un hybrid twin in action. Bon, ça, je vais passer, et je vais vous montrer simplement ça. Et avec ça, je finirai. Un petit exemple. Je vais injecter une résine à l'intérieur d'un moule. Bien, Paco? Ça semble facile. Est-ce que le modèle existe? Je dis oui. Il y a un modèle dit de Darcy, que c'est l'écoulement d'un milieu poreux, qu'on utilise pour faire ce type de simulation. Bien. Et donc, est-ce qu'on peut résoudre ce modèle pour tout paramètre mu? Et j'ai dit oui, des techniques de métamodélisation, des techniques dites de réduction des modèles, que c'est mon business, permet de calculer la physique pour tout paramètre, et tout ça offline. Si je le fais, une fois que c'est fait offline, ça veut dire qu'en temps réel, je peux particulariser pour une perméabilité grande, ça va vite, moyenne, ça va moyennement vite, et petite, ça va très lentement. Ça, je l'ai précalculé. C'est mon ABAC, comme c'est ABAC que vous connaissiez à l'époque, qui vous donne la solution pour tout paramètre. Ça veut dire que si je connais la solution pour tout paramètre, je pourrais identifier les paramètres qui font que ma simulation soit égale à l'expérimentation. Et la réponse est oui, ça s'appelle calibration. Et je peux calibrer en temps réel. J'ai calculé la valeur de la perméabilité telle que ma simulation est égale à l'expérimentale. Et je suis hyper excité. Dernière slide, avant de passer à la suivante. Il y avait de l'ignorance. Ah ouais, ça c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait, je suis espagnol, donc on est tricheur, j'ai mis une perméabilité près du bord qui est plus petite. Mais mon modèle ne le sait pas. Et je vais voir comme il se cache la figure. Au début, je calibre, je dis la vie est belle, je suis le plus fort. Tout va bien, tout va bien. Modèle, tu es d'accord avec l'expérience? Oui, on est parfait. Et donc tout va bien, mais, mon Dieu, il y a quelque chose que je n'attendais pas. Ça, c'est l'ignorance. Les modèles ne le connaissaient pas. La perméabilité a chuté et mes prédictions se cassent la figure. Donc maintenant, on peut arrêter. On va dire, écoute, on va mettre 5 thèses de doctorat pour essayer de comprendre. De toute façon, c'est payé par l'ANR. Ou on s'en sort. Et comme est-ce qu'on s'en sort? Je vais créer à la volée learning on the fly. Et avec une technique de machine learning, dans ce cas, on l'a fait avec des régressions non linéaires et dictionary learning, quand il fait des choses, l'autre, il fait des choses. Wow! Hybrid twin. Modèle et correction. Si vous me demandez, et ça c'est dû à quoi? Je dis, je ne sais rien, mais votre pièce est là. Et là, vous êtes content. Et la semaine prochaine, je vais me mettre à essayer de comprendre. Bien, je pense que je dois finir. Je voulais vous dire effectivement que maintenant, ces choses paramétriques, on les fait avec l'ordinateur quantique. C'est pour ça que quand quelqu'un pose la question, est-ce que vous connaissez ces photos? Moi, je dis oui, c'est un ordinateur quantique. C'est l'IBM 5 qubits dans lequel on est en train de calculer. Et donc, on a fait plein de choses. Vous voyez, hein, on fait des circuits électroniques comme à l'époque on faisait avec la machine de Turing, les premiers ordinateurs. Donc, je ne parlerai pas de ça. Et je finirai avec cette slide que j'adore. Académie des sciences de Paris, 1801. Napoléon invite à Alessandro Volta. Alessandro Volta est venu avec sa pile, une pile comme ça. Elle est venue avec une pile, elle est venue avec quelques câbles,
Et elle est venue avec une petite boîte pleine de grenouilles. Donc il commence sa conférence, il prend la pile, il met la grenouille, il met les deux électrodes et la grenouille saute. Waouh, là, les applaudissements des académiciens étaient formidables. Et donc il a passé une heure à faire sauter la grenouille. À la fin, comme vous dans quelques instants, le chef a dit, est-ce qu'il y a des questions? Donc les gens étaient timides, personne ne posait une question, et donc il y a Napoléon qui a pris la parole, et il a posé comme question, mon cher Alexandre, est-ce que tu penses qu'un jour, l'électricité servirait à quelque chose d'autre qu'à faire sauter les grenouilles? Je finirai avec ça. Ce que l'intelligence artificielle combinée avec la physique va nous donner, je ne sais absolument rien. Probablement rien de ce qu'aujourd'hui on vous présente. Mais là où je suis d'accord avec les premiers conférenciers de la journée, je pense quand même que c'est une révolution, du même envergure que la révolution industrielle passée, mais par contre, je ne serai pas, il n'a pas la prétention d'imaginer ce qui peut se passer. Ils nous ont dit dans la précédente, oser, accélérer et imaginer. Donc je finirai effectivement avec ces 3 mots. Merci beaucoup.